Mesdames et messieurs, bienvenue à cette tournée africaine. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que la coopération économique et les investissements seront au centre des discussions au 3e sommet Russie-Afrique prévu à Moscou en octobre prochain. Plus de détails dans ce compte rendu. La directrice du département des partenariats avec l'Afrique au ministère russe des Affaires étrangères, Tatiana Dovgalenko, a indiqué que cette orientation reflète les priorités de la nouvelle phase des relations entre la Russie et les pays africains. S'exprimant lors d'une conférence organisée à l'Institut d'études africaines de l'Académie des sciences de Russie à l'occasion de la Journée de l'Afrique, elle a souligné l'intérêt croissant des pays africains pour le renforcement de leur coopération commerciale, économique et en matière d'investissement avec Moscou. Selon la responsable russe, les questions économiques et d'investissement constitueront l'axe central du sommet, ces secteurs étant considérés comme le socle concret des relations bilatérales et le principal indicateur de l'évolution de la coopération entre Moscou et ses partenaires africains. L'ordre du jour comprendra notamment les technologies numériques, l'intelligence artificielle, l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire ainsi que le développement de systèmes de paiement indépendants. La rencontre devrait également déboucher sur l'adoption des nouveaux plans d'action triennal couvrant la période 2027 à 2029 afin de renforcer les différents axes de coopération. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait annoncé en mai la participation de représentants de la majorité des pays africains à ce sommet prévu les 28 et 29 octobre à Moscou. Fin avril, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, avait pour sa part présenté cette rencontre comme une plateforme destinée à approfondir la coopération économique et humanitaire entre la Russie et l'Afrique. Le premier sommet Russie-Afrique s'était tenu à Sochi en octobre 2019 sous la coprésidence du président russe Vladimir Poutine et du président de l'Union africaine de l'époque, le président Abdel Fattah el-Sisi. La deuxième édition avait eu lieu à Saint-Pétersbourg en août 2023. Et pour plus de détails sur cette conférence qui se tiendra à Moscou en octobre prochain, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour M. Raouf Ghafar et bonne fête, joyeuse fête de Eid al-Adha. Merci. Allô, oui. Allô, oui, vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui. Alors, tout d'abord, M. Raouf Ghafar, un sommet aura lieu en octobre entre la Russie et l'Afrique et se tiendra à Moscou en octobre. Tout d'abord, les sujets qui seront abordés lors de ce sommet seront concentrés à l'économie. Alors, pourquoi la Russie a choisi le dossier économique pour ce sommet? Parce que l'Afrique représente pour la Russie un partenaire, un marché très lucratif et très promettant. C'est pour ça que la Russie veut absolument augmenter l'échange économique entre elle et les pays africains parce qu'elle a besoin pour son économie de faire ceci. Surtout que le commerce entre la Russie et l'Afrique représente peut-être un 5% ou 6% du commerce entre l'Afrique et la Chine, par exemple. C'est pour ça que la Russie veut augmenter et peut-être aboutir à un 10%, 20% d'échange économique entre l'Afrique et son pays. En ce qui concerne l'Afrique, ou plutôt du point de vue africain, alors quels seront les bénéfices que va tirer l'Afrique de cette conférence et de cette coopération économique avec la Russie? Bon, premièrement, ils vont avoir
du savoir-faire, de la technologie, justement par l'établissement de projets communs entre les deux pays. D'un côté, le deuxième pays, c'est qu'ils peuvent avoir, étant donné que la Russie est un des plus grands exportateurs, sinon le plus grand, de produits de nourriture, etc., ils vont en profiter de ceci pour avoir leurs besoins, ou au moins une grande partie de besoins de nourriture de la Russie de l'autre côté. En établissement des joint ventures, des projets communs entre la Russie et les pays africains, c'est, comme on en dit, une situation gagnante des deux côtés. De ce côté, ils vont obtenir des bénéfices sur le plan prix, sur le plan, etc. Et de l'autre part, la Russie va gagner l'établissement de sociétés pour l'exploitation des ressources minérales qui existent en abondance en Afrique et qui n'a pas jusqu'à présent quelqu'un pour l'exploiter. Selon vous, quels seront les secteurs économiques qui seront au menu des discussions pour la coopération entre les deux parties? Premièrement, infrastructure, c'est-à-dire je parle de projets communs. Infrastructure, l'Afrique a besoin de beaucoup de projets d'infrastructure. On peut parler armement, on peut parler livraison d'armes, etc., de la Russie aux pays africains. On peut parler d'énergie, que ce soit exploitation d'énergie solaire ou même atomique, etc., dont la Russie a du savoir-faire et de la technologie. C'est-à-dire il y a beaucoup de secteurs et une gamme très, très grande de possibilités. Absolument. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Raouf Ghafar, expert en économie, pour ces informations concernant le sommet entre la Russie et l'Afrique qui se tiendra en octobre en Russie. Une très petite pause et on se retrouve tout de suite. Et enchaînons cette tournée africaine avec la République démocratique du Congo qui a enregistré la guérison du premier patient atteint de la souche Bundi-Bugyo du virus Ebola à Bunia dans la province d'Ituri. Cette souche rare du virus ne dispose actuellement d'aucun traitement spécifique homologué. Les autorités sanitaires ont indiqué que plusieurs autres patients présentent également des signes encourageants d'amélioration, tandis que les efforts se poursuivent pour contenir l'épidémie. La mobilisation internationale se renforce en République démocratique du Congo face à l'épidémie d'Ebola qui touche le nord-est du pays.
Plus de 100 tonnes de matériel humanitaire d'urgence ont commencé à être acheminées vers les zones affectées, notamment dans la province d'Ituri, dans le cadre d'une opération coordonnée par l'UNICEF avec le soutien de l'Union européenne. Selon l'UNICEF, ces fournitures comprennent notamment des équipements de protection, du matériel médical et des kits d'hygiène destinés aux populations les plus exposées. Changeons un peu de sujet avec le Sénégal, figure majeure de la vie politique sénégalaise pendant plus d'un demi-siècle. Abdoulaye Wade a célébré le vendredi le 29 mai 2026 son 100e anniversaire. Plus de détails dans ce compte rendu. Opposant historique devenu troisième président de la République du Sénégal en 2000, Abdoulaye Wade demeure l'une des figures les plus marquantes de l'histoire politique contemporaine du pays. Né officiellement le 29 mai 1926 à Kébémer, dans le nord-ouest du Sénégal, l'avocat, professeur de droit et homme politique s'impose dès les années 1970 comme la principale voix de l'opposition face au Parti socialiste de Léopold Sédar Senghor, puis de Abdou Diouf. En juin 1974, il fonde le Parti démocratique sénégalais dans un contexte d'ouverture progressive du multipartisme. Porté par le slogan SOPI, changement en Wolof, Abdoulaye Wade construit progressivement une alternative politique crédible, multipliant les tournées nationales et les combats contre le pouvoir en place. Candidat à plusieurs élections présidentielles en 1978, 1983, 1988 et 1993, il finit par incarner l'espoir de l'alternative démocratique. Le 19 mars 2000, après 26 années de lutte politique, il remporte le second tour de l'élection présidentielle face à Abdou Diouf avec plus de 58% des suffrages, mettant fin à 40 années de pouvoir socialiste au Sénégal. Son accession à la présidence ouvre une nouvelle phase politique marquée par d'importants projets de modernisation et d'infrastructure. Sous son mandat, plusieurs réalisations voient le jour, notamment l'autoroute Dakar-Diamniadio, l'aéroport international Blaise Diagne et le monument de la Renaissance africaine devenu l'un des symboles architecturaux du pays. Sur le plan institutionnel, son régime fait adopter en 2001 une nouvelle constitution destinée à renforcer les institutions démocratiques et à moderniser l'État. À l'échelle continentale, Abdoulaye Wade défend également une vision panafricaniste à travers son engagement dans le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique visant à promouvoir le développement économique et la coopération entre les États africains. Au Cap Vert, le PAI-CV, parti africain pour l'indépendance du Cap Vert, a remporté les élections législatives du 17 mai avec 37 sièges sur 72 à l'Assemblée nationale et 48% des voix selon les résultats publiés par la Commission électorale nationale. Cette victoire permet au PAI-CV de revenir au pouvoir après 10 ans de gouvernance du MPD, Mouvement pour la démocratie, dont le chef et Premier ministre sortant briguait un troisième mandat consécutif. Des élections présidentielles sont prévues en novembre. Le président sortant, José María Neves, soutenu par le PAI-CV, est candidat à un second mandat. La République démocratique du Congo a officiellement intégré le Forum africain des administrations fiscales, ATAF, devenant ainsi son 45e membre. En rejoignant l'ATAF, le Congo bénéficiera d'une assistance technique spécialisée, d'un renforcement des capacités et d'une coopération accrue sur plusieurs enjeux fiscaux majeurs. Cette adhésion permettra également au pays de consolider ses capacités institutionnelles, d'améliorer la mobilisation des recettes
et de participer plus activement aux initiatives africaines visant à répondre aux défis fiscaux internationaux. Le Maroc est désormais en tête du classement de l'industrialisation en Afrique selon l'indice 2025 publié par la Banque africaine de développement. Le Rwanda déploie une technologie de pointe pour améliorer la détection des espèces menacées, dont le gorille de montagne. L'ADN environnemental permet désormais d'identifier des espèces animales à partir de traces génétiques laissées dans l'eau ou les sols, ouvrant de nouvelles perspectives pour la conservation de la biodiversité. Cette technologie est appelée à compléter les méthodes traditionnelles de suivi écologique, fondées notamment sur les pièges photographiques et les observations de terrain réalisées par les éco-gardes. Ces approches montrent toutefois leurs limites dans les reliefs escarpés des montagnes des Virunga. Dans cette région qui abrite l'une des dernières populations de gorilles de montagne, classée en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, les scientifiques cherchent à améliorer la précision et la couverture des inventaires faunistiques. L'ADN permet d'identifier simultanément plusieurs espèces, notamment des amphibiens, des mammifères et des oiseaux, y compris certaines espèces difficiles à détecter par les méthodes classiques. Son fonctionnement repose sur l'analyse de signatures génétiques propres à chaque espèce. Les fragments d'ADN collectés sur le terrain sont ensuite amplifiés puis comparés à des bases de données de référence afin de permettre leur identification. Introduit avec le soutien de l'African Wildlife Foundation en partenariat avec les autorités rwandaises, le programme vise à établir une cartographie plus complète de la biodiversité nationale et à renforcer la gestion des aires protégées, notamment face au braconnage et à la fragmentation des habitats. Les chercheurs soulignent néanmoins certaines limites. L'ADN ne permet pas d'estimer avec précision la taille des populations, les traces génétiques pouvant persister dans l'environnement après le passage des animaux. Son déploiement reste également tributaire des capacités d'analyse encore limitées sur le continent. À cela s'ajoute l'insuffisance des bases de données génétiques de référence en Afrique qui complique l'identification de certaines espèces à partir des séquences collectées. Malgré ces défis, les équipes impliquées poursuivent le développement de référentiels régionaux et le renforcement des compétences locales. Le projet associe également les communautés riveraines et les éco-gardes à la collecte d'échantillons dans une démarche de surveillance collaborative des écosystèmes. Mesdames et messieurs, fin de cette tournée africaine et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Nile TV vous souhaite toutes et tous une très joyeuse fête puisque nous sommes toujours pendant le 4e jour de la fête de l'Adha, la fête du sacrifice. Très joyeuse fête.